Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je crois que là, on doit être environ à 250 abonnés, ce que je trouve d'ailleurs énorme. Donc je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos j'aime, vos partages et vos commentaires. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. J'espère sincèrement que vous vous y plairez. Les bisous et les câlins sont maintenant terminés, je suggère qu'on passe directement au sujet du jour. Aujourd'hui, pour la toute première fois sur ma chaîne, nous allons parler d'un tueur en série, le tristement célèbre Ed Gein. Faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo TikTok sur lui, mais alors c'était vraiment très court. Mais en faisant de nouvelles recherches un peu plus approfondies, j'ai découvert pas mal d'erreurs et j'aimerais beaucoup les rectifier. Alors je tiens tout d'abord à vous prévenir, je n'ai pas l'intention de rentrer vraiment en détail sur sa vie passée, parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de vidéos super intéressantes sur la vie de Gein qui sont disponibles sur YouTube. D'ailleurs, celle qui m'a le plus inspiré cette vidéo, c'est celle de Sonia Lou. Donc si jamais cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en description parce que franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil. Ed Gein est connu pour avoir commis des crimes atroces dans les années 1950 et il faut savoir que cet homme a eu vraiment un impact énorme sur la culture américaine. Il a inspiré de nombreux films d'horreur cultes d'ailleurs, tels que Massacre à la tronçonneuse, Les Silences des agneaux et j'en passe. Donc dans cette vidéo, j'aimerais explorer avec vous les crimes d'Ed Gein, mais surtout l'impact qu'il a eu sur la culture populaire américaine. Pour information, je vais essayer d'éviter d'utiliser des images gore pour illustrer les scènes, mais malgré tout, les crimes restent quand même assez hardcore et perturbants pour les personnes les plus sensibles. Donc je tiens quand même à vous prévenir, je ne rentrerai certes pas dans les détails, mais ça peut quand même déranger. Pour vous aider, je mettrai un petit symbole là en haut à droite pour vous prévenir quand je vais aborder des sujets un peu délicats. Je pense que là nous sommes prêts pour commencer. Aussi je vous demanderai de vous installer bien confortablement et quand c'est fait, on y va. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Ed Gein, pas de panique, je suis là pour vous faire un résumé sur sa vie. Edward Theodore Gein Bolivar, ou Ed Gein, a vécu dans le Wisconsin. Il est né le 27 août 1906. Il a été arrêté en novembre 1957 et il est décédé en 1984 à Madison, toujours dans le Wisconsin. Wisconsin, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez. Ed était principalement un voleur de cadavres mais aussi un assassin et même si pour la nécrophilie ça n'a jamais pu être confirmé, et de ce que j'ai pu comprendre, il y a énormément de choses concernant ces actes qui n'ont jamais pu être prouvés, ce qui en réalité laisse une très grande partie de mystère concernant Ed Gein, comme par exemple le fait qu'il était aussi cannibale, ce qui de nouveau n'a jamais pu être vérifié. Il faut aussi savoir qu'on dit souvent de lui que c'était un tueur en série, seulement officiellement ce n'est pas tout à fait vrai. Selon Wikipédia, un tueur en série, appelé parfois par anglicisme serial killer, est un criminel auteur d'homicide qu'il réitère dans le temps. Selon la définition la plus répandue, ce type de criminel a commis au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps de quelques jours à plusieurs années, séparant chacun de ses crimes. Ed, même si c'est déjà énorme, n'a officiellement tué que 2 personnes. Et je dis officiellement entre guillemets, car il sera soupçonné d'avoir enlevé et tué beaucoup plus de personnes, mais de nouveau, comme je vous ai dit, ça n'a pas été confirmé. Donc, officiellement, il ne peut pas vraiment être considéré comme un tueur en série ou serial killer. Alors pause. Coucou, c'est Fada de la post-prod. Mon équipe de testeuses ont regardé la vidéo finale, mais finalement elles m'ont quand même fait remarquer que c'était important d'aborder le sujet de la famille de Gein afin d'encore mieux comprendre cette affaire. Et comme je tiens à vous garantir la meilleure des expériences, je vous ai fait un bref résumé concernant la famille de Gein. Commençons par le père. Le père d'Ed Gein, nommé George Philip Gein, était un homme alcoolique et violent. Il est né en 1873 et a épousé Augusta Wilhelmine Lerck en 1900. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Henry George Gein et Ed Gein.
George était un fermier qui avait des tendances violentes et imprévisibles qui ont clairement traumatisé ses enfants ainsi que sa femme. Il était connu pour être un père violent mais n'avait en réalité pas grand-chose à dire dans l'éducation de ses fils. Souvent méprisé par sa femme car elle le voyait comme un homme sans valeur ni utilité. Selon des sources, George était connu pour avoir des excès de colère alcoolisée et avait une relation tumultueuse avec sa femme. Il est décédé le 1er avril 1940 à des suites de complications liées à son alcoolisme, et Ed, lui, avait à cette époque-là 34 ans. Parlons de son frère. Le frère d'Ed Gein, comme je vous avais dit, s'appelait Henry George Gein. Il est né le 17 janvier 1901, et les deux frères ont été élevés dans la ferme à Plainfield dans le Wisconsin. Henry, lui, était considéré comme le frère le plus stable et le plus sain d'esprit des deux, malgré qu'il ait également souffert de la violence de leur père alcoolique et de l'éducation malsaine et oppressante de leur mère. Ed, il admirait beaucoup son frère. C'était un bon travailleur, considéré comme un homme honnête et fiable, souvent respecté par les autres habitants de Plainfield. Après la mort de leur père, ils ont commencé à travailler en tant qu'hommes à tout faire afin d'aider financièrement leur mère. Ed, il prenait énormément exemple sur son frère. C'est aussi à cette période qu'il commença à faire du babysitting, car il se sentait beaucoup plus à l'aise et aussi un peu plus à sa place, entouré d'enfants plutôt que d'adultes. Henry, en revanche, était quand même inquiet concernant la relation toxique et malsaine qu'entretenait Ed avec sa mère. Il y a eu pas mal de disputes entre eux, car Ed, il était tout simplement choqué et ne pouvait accepter que son frère critiquait leur mère. Pour lui, c'était la femme parfaite. Henry décédera en 1944 d'une mort mystérieuse que j'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Parlons maintenant de la plus importante, parlons de la mère de Gein. Augusta était connue pour être une religieuse fanatique. C'était une femme dominatrice qui était persuadée que sa vision des choses était la seule et unique vérité. Elle détestait les hommes, elle détestait son mari et elle priait souvent Dieu pour qu'il meure. Et parfois, elle demandait même à ses fils de la rejoindre dans sa prière. L'éducation de ses enfants était très importante pour elle. Elle était déterminée à les éloigner de toute perversion et fit son maximum pour pouvoir déménager loin de la ville et partit donc s'installer dans la ferme à la campagne avec sa famille. Selon elle, les femmes étaient des récipients du péché et ses fils étaient bien évidemment voués à devenir comme leur père, des hommes exécrables et détestables. D'ailleurs, elle n'hésitera pas à le répéter plusieurs fois. Ed et Henry n'ont pu aller à l'école que jusqu'à leurs 13 ans, car leur mère était contre toute sociabilité, et elle prétendra au sein de l'institut qu'elle avait besoin de l'aide de ses enfants pour pouvoir faire fonctionner la ferme, ce qui était faux. Durant cette courte période de scolarisation, Ed, lui, était souvent sujet de moqueries de la part des autres enfants. C'était un garçon timide, un peu bizarre et légèrement efféminé. Il n'avait pas d'amis et finalement, chaque tentative de sa part finissait par une punition de la part de sa mère. Ils étaient monopolisés par leur mère. Ed, lui, souffrait vraiment de cette isolation, mais d'un autre côté, sa mère étant la seule femme de sa vie, il s'attacha à elle d'une manière tout à fait malsaine. Il l'admirait, l'aimait, mais la détestait en même temps. Bref, il n'y a vraiment rien qui n'allait. Plus tard d'ailleurs, on ressentira cette obsession qu'il avait pour sa mère à travers ses victimes, car elles étaient quasiment toutes d'un certain âge, tout comme sa mère. Alors, la conclusion. Il est important de noter que malgré l'influence néfaste qu'ont eu les parents d'Ed, cela n'excuse en rien ses actes. Mais il reste tout de même important de voir comment chaque cerveau réagit aux informations que nous leur donnons. Au final, pas tous les enfants victimes de violences finissent par devenir des tueurs, psychopathes ou sociopathes. Par exemple, Henry, il avait également grandi dans le même cadre toxique que Ed et finalement était considéré comme le plus sain des deux. Les parents ont certes joué un très grand rôle dans le développement d'Ed, surtout sa mère, mais Ed avait déjà pas mal de troubles mentaux, ce qui, ayant grandi dans ce genre de ménage, ne l'a clairement pas aidé. J'en viens à me demander s'il avait grandi dans un autre foyer. Aurait-il commis toutes ces atrocités? Peut-être moins, ou peut-être pas du tout, qui sait? D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question-là, mais je vous conseillerais plutôt d'attendre la fin de la vidéo pour me partager vos pensées. Dans tous les cas, ceci reste un résumé très très bref sur sa condition familiale.
Si jamais vous voulez en savoir plus, mais je vous conseille fortement de regarder sur YouTube. Il y a énormément de vidéos très intéressantes et beaucoup mieux construites que la mienne le concernant. Dans tous les cas, je pense que là, on est bon pour reprendre notre histoire. Commençons par la liste des victimes. Le 16 mai 1944, Ed et Henry, son frère, essayent d'éteindre un incendie qui s'approchait un peu trop de leur ferme. La nuit tomba et le feu fut maîtrisé. Cependant, Henry, lui, disparaît. Alors Ed décide d'aller voir la police pour pouvoir bénéficier de leur aide pour pouvoir retrouver son frère. La police alors décide d'organiser une battue pour aller chercher Henry. Et ce qui est très très bizarre, c'est que Ed les dirige directement là où se retrouve le corps de son frère. Henry, lui, était allongé sur le sol et avait d'énormes contusions à la tête. Le médecin légiste va finalement dire que la cause de la mort serait juste une mort par asphyxie et Ed, lui, ne sera jamais soupçonné ni inculpé. Le 1er mai 1947, une jeune fille de 8 ans au nom de Georgia Wickler disparaît entre le chemin qui menait de son école à sa maison et depuis on ne l'a plus jamais retrouvée. En novembre 1952, deux chasseurs au nom de Victor Travis et Ray Burgess décident de s'arrêter dans un bar pour faire une petite pause avant d'aller chasser le cerf et depuis, on ne les revit plus jamais. En octobre 1953, Evelyn Hartley, 15 ans, fait du babysitting et disparaît mystérieusement. Elle se fait kidnapper dans la maison car son père ainsi que la police retrouvent une chaussure dans la maison, une autre et des traces de lutte dans la cave. Par après, on retrouve aussi des traces de sang sur la pelouse ainsi qu'une trace de main sanglante sur une maison voisine. Personne ne revit Evelyn depuis. Il faut savoir que Ed, lui, en revanche, était en visite chez des amis à 2 rues de l'endroit où elle s'est fait kidnapper. En 1954, c'est au tour de Mary Hogan qui disparaît mystérieusement et elle était propriétaire d'une taverne dans le comté voisin. Les policiers y trouvèrent une traînée de sang qui mena vers le parking. Ce qui était assez particulier, c'est que la caisse était toujours remplie et toujours sur place. Ed lui avouera plus tard que c'était effectivement un habitué de cette taverne. Le 16 novembre 1957, donc 3 ans plus tard, c'est au tour de Bernice Worden, une femme de 58 ans, qui disparaît. Des traces de sang avaient été retrouvées sur le sol ainsi qu'une cartouche, mais en revanche, cette fois-ci, la caisse enregistreuse avait également disparu. Une facture au nom de Ed Gain pour de l'antigel sera retrouvée dans la boutique par les policiers. C'est Frank Worden, le fils de Bernice Worden, qui alerta à ce moment-là le shérif du comté, pensant que Ed aurait juste cambriolé sa mère. Il y a aussi un témoin qui faisait le plein ayant aperçu Ed en train de rôder autour de la boutique au moment de la disparition. Une alerte générale est alors directement lancée par radio et c'est le shérif adjoint accompagné d'un agent qui décide alors d'aller dans une boutique où Ed avait l'habitude de s'y rendre. Quand les agents arrivent, ils décident alors de poser quelques questions à Ed concernant son planning de la journée de la disparition sans bien évidemment mentionner que Bernice avait disparu. Ed donna une version et quand il lui demanda de répéter, la version bizarrement change. Quand il lui fit remarquer cette incohérence, il commença à paniquer et répliqua directement avec une phrase bien étrange. Il leur dit qu'il est absolument certain que tout ceci est un coup monté contre lui concernant la mort de Bernice Worden. Comme je vous ai dit, sa disparition n'avait même pas encore été mentionnée. Il fut alors directement arrêté à ce moment-là. Les policiers alors décidèrent de se rendre à la ferme de Ed, mais n'étaient absolument pas prêts pour ce qu'ils allaient y trouver. Bon, là je mets la petite prévention, d'accord, parce que là ça va commencer à être un peu hardcore. Le corps de Bernice Worden a été retrouvé pendu par les pieds. Celle-ci avait été décapitée et totalement vidée. La tête ainsi que le cœur de Bernice Worden ont été retrouvés par après dans la maison, ainsi que la tête de Mary Hogan. Ils étaient disposés dans des sacs en papier. Dans le reste de la maison, on y trouve des objets extrêmement perturbants faits en restes humains. On y retrouve notamment des abat-jours et des meubles faits avec la peau humaine. On y retrouve de la vaisselle, des accessoires, de la décoration faite avec des ossements, des crânes humains, ainsi qu'un costume totalement fait en peau de femme. Il faut savoir que la liste elle est très très longue de tout ce qu'ils ont pu retrouver comme horreur dans cette maison et j'ai pas forcément envie de faire l'inventaire complet. Je vous laisse le soin de décider si vous avez envie de vous renseigner un peu plus
sur les choses qui ont été créées. Il avouera s'être rendu coupable de violation de sépulture et prétendra que les autres restes qui ont été retrouvés chez lui étaient de personnes déjà mortes et pas de personnes qu'il aurait lui-même tuées. Le boucher de Plainfield est alors enfin arrêté et accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres. Après de nombreuses controverses concernant l'exhumation des corps, les policiers obtinrent finalement l'autorisation de déterrer les cercueils que Gain disait avoir profanés. Après analyse, il était évident que ceux-ci avaient effectivement bien été ouverts et effectivement, il y avait bien des morceaux de cadavres qui manquaient. Le 29 novembre, la police découvrit dans la propriété de Gain un squelette. L'on pensera directement qu'il s'agissait peut-être de l'un des 2 chasseurs, c'est-à-dire Victor Travis ou Ray Burgess, mais finalement, il s'agissait d'une femme qui elle-même avait aussi été volée d'une certaine tombe. Autre chose très importante à savoir, dans la cuisine de Gain, on y trouvait 2 parties intimes féminins découpées. Selon les analystes, il s'agissait de 2 parties intimes provenant de 2 jeunes femmes. Ce qui, quand on regardait les victimes de Gain, c'était assez curieux. Selon les enquêteurs, il s'agirait peut-être de Evelyn et Georgia, et les enquêteurs ont fait leur maximum pour essayer de l'inculper pour ces 2 disparitions, mais sans résultat probant. Maintenant, j'aimerais passer en revue quelques faits très importants, voire même intéressants, mais que je n'ai pas forcément pu caser dans le déroulement de mon récit. Comme je vous ai dit, la théorie de la n'a jamais pu être confirmée parce que Ed lui-même n'avouera jamais avoir eu des rapports sexuels avec les cadavres qu'il aurait déterrés parce que selon lui, ça a pu être eux. C'est le procureur Earl Killin, je vous mets le nom là, qui fit une déclaration à la presse et il rajouta quelques informations qui n'étaient pas tout à fait correctes, histoire de faire bonne mesure. Notamment, il dira que le cœur de Bernice Worden a été retrouvé dans une casserole, alors que, comme je vous avais dit, il avait été retrouvé dans un sac en papier. Ce qui donna donc naissance à la rumeur du cannibalisme. Il faut savoir que Gain avait l'air d'apprécier la propriétaire de la taverne Mary Hogan, et lors de sa disparition, un de ses voisins venait et le taquina un peu par rapport à ça, en lui disant que s'il l'avait courtisée, elle serait peut-être avec lui et non je ne sais où. Et Gain répondit à ça timidement, elle n'a pas disparu, elle est à la ferme. Il y a un souvenir d'enfance qui a énormément marqué Gain. À savoir qu'à l'époque, la famille allait souvent à l'épicerie de la voisine pour préparer leur propre viande. Et un jour, quand il était petit, il s'est faufilé à côté de la porte d'entrée qui était restée légèrement ouverte. Normalement, c'était interdit pour lui d'y aller, mais on sait très très bien, ce qui est interdit attire les enfants. Et donc, il est parti pour épier ce qui se passait et la scène qu'il a vue l'avait énormément marqué. Ses parents étaient en train d'abattre un cochon. Le cochon était accroché par ses pattes arrière et la mère de Gain, elle, avait ses mains plongées dans le ventre de la bête. Un souvenir bien sanglant qui l'a énormément marqué. Alors pour vous montrer à quel point les gens ne se doutaient absolument pas de à quel point il pouvait être dangereux, il faut savoir que Gain, ça lui arrivait assez souvent qu'il gardait les enfants du voisinage. Et un jour, 2 enfants qu'il gardait assez souvent sont passés chez lui. Et par après, ils auraient témoigné, disant qu'ils avaient vu des têtes dans la chambre de Gain. Et c'était des têtes humaines. D'abord, eux, ils ont pensé que c'était peut-être des masques d'Halloween. Et petit à petit, Gain, lui, était devenu célèbre dans le voisinage pour ses têtes réduites. Car c'est ce qu'il disait, c'était des têtes réduites qu'il s'était procurées de femmes. Il faut savoir qu'à l'époque, lors des vols de cadavres, Gain, lui, fut assisté par un fermier qui s'appelait Gus, qui était mentalement atteint. Seulement, Gus, à un moment donné, s'est fait envoyer dans une maison de repos, ce qui laissa de nouveau Gain seul et désespéré. C'est aussi à ce moment-là qu'il décida de commencer à s'attaquer à des personnes bien vivantes et aussi à commencer à tuer. Ed sera d'abord envoyé en hôpital psychiatrique parce qu'il sera jugé mentalement instable. Son procès avait initialement commencé le 22 novembre 1957 et c'est seulement le 7 novembre 1968, soit 11 ans plus tard, qu'il sera jugé. Il sera d'abord déclaré coupable de meurtre avec préméditation, mais comme il avait été déclaré aliéné au moment du meurtre, il sera finalement déclaré non coupable car mentalement
non responsable. Il passera donc le reste de sa vie en hôpital psychiatrique et meurt le 26 juillet 1984 d'une insuffisance respiratoire. Selon les rapports, Gane était schizophrène. C'était un homme dont l'esprit avait été mis en pièces par l'affrontement de plusieurs personnalités totalement incompatibles. Il dira assez souvent ne même pas bien se souvenir des meurtres qu'il a commis, ou alors il restera sur une version en disant que c'était juste un accident. Le moins qu'on puisse dire concernant Ed, c'est qu'il avait une relation très particulière avec sa mère. Après la mort de sa mère, Ed, lui, se réfugie dans des magazines dans des magazines d'horreur et énormément de livres d'anatomie, voire même très gore. Ceux-ci ont vraiment pas mal développé son côté malsain, enfin tous ces fantasmes très malsains et limites. Il faut savoir aussi qu'à la mort de sa mère, Gane lui avait 39 ans et il était encore vierge. Quelque part, je peux pas m'empêcher de croire que c'était un homme sexuel. Il faut se dire qu'il a vécu toute sa vie avec une femme qui le méprisait totalement parce que c'était un homme. Elle lui fit ressentir un dégoût profond concernant les hommes et les femmes, mais surtout les femmes. Et d'un coup, elle disparaît. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, son père, son frère étaient eux aussi déjà décédés. Et donc Gane d'un coup se retrouve seul face à sa liberté, face à sa sexualité et il ne sait absolument pas comment gérer tout ça. Alors attention, j'ai pas du tout envie qu'on interprète mal ce que je suis en train de dire. Je ne suis absolument pas en train de l'excuser, d'accord? Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que ses actes étaient clairement immondes et horribles et voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais je pense que ça reste quand même intéressant d'essayer de comprendre ce qui a fait qu'il est devenu comme il est et pourquoi il a commis toutes ces atrocités. Qu'est-ce qui l'a vraiment conduit à faire ce genre de choses en fait? On voit aussi un lien direct avec sa mère, le fait que les deux femmes qu'il avait, du coup, de nouveau je dis officiellement assassinées, ressemblaient un peu à sa mère. Elles avaient toutes les deux, je pense, la cinquantaine et elles étaient physiquement similaires à sa mère. Elles étaient aussi connues pour être des femmes de caractère, surtout Bernice, ce qui de nouveau fait un petit peu penser à sa mère. Les psychologues, eux, en ont déduit qu'ils ne savaient pas vraiment est-ce que il voulait être une femme ou juste est-ce qu'il aimait les corps des femmes. Qu'à un moment, lui, il semblerait qu'il avait même pensé à avoir recours à la chirurgie, mais finalement, il s'est dit que c'était quand même préférable de juste avoir un costume de femme fait en peau de femme. De l'autre côté, il avait aussi cette relation amour-haine totalement malsaine avec sa mère. Il semblerait même qu'il avait essayé de la ressusciter, mais il avait été aussi très déçu quand cela n'avait pas fonctionné. Quelque part, je trouve ça fascinant de voir cette manière dont il avait de détester tout en étant obsédé par sa mère. Et de nouveau, là, la question se pose, est-ce pour récupérer sa mère ou est-ce qu'il voulait vraiment devenir sa mère? Est-ce aussi pour cette raison du coup qu'il voulait devenir une femme? On constate qu'il avait tenté de faire des avances à ses deux victimes officielles, c'est-à-dire Marie et Bernice. De ce que nous savons, Bernice, elle, l'avait rejeté. Concernant Marie, ça, je ne saurais pas dire, je n'ai rien trouvé là-dessus. Donc là, de nouveau, je vois je sais pas pour vous, mais je vois une certaine connexion par rapport à l'envie d'être avec une femme, le fait qu'elle le rejette, le fait qu'il du coup réagisse mal, je ne sais pas, peut-être que je m'avance sur quelque chose que j'ignore totalement. Parce qu'il faut pas oublier le fameux costume, il aimait beaucoup le porter et s'admirer devant le miroir avec ce fameux costume et il disait du coup que ça lui donnait vraiment l'impression d'être une femme. Et là c'est un peu dérangeant je trouve dans le sens où on le qualifie assez souvent d'une personne transgenre, mais vu ses motivations je ne sais pas est-ce qu'on peut vraiment le qualifier d'homme trans vu que il faut voir pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça, pourquoi est-ce qu'il voulait devenir une femme. Est-ce que c'était parce qu'il se sentait femme ou est-ce que c'est juste parce qu'on l'a fait ressentir du dégoût profond du fait d'être un homme? Donc moi je sais pas trop quoi en penser, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, mais je crois que je vais en rester là. J'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails histoire de ne pas faire une trop longue vidéo, mais je pense que le mieux c'est juste que je la fasse en 2 parties. Honnêtement c'était un peu difficile de faire le tri entre les infos qui méritent ou qui ne mériteraient pas d'être dites, mais honnêtement il y avait tellement d'éléments troublants
qui d'ailleurs ne sont pas forcément connus, que je trouve assez nécessaire en fait de citer parce que ce serait important de comprendre qui était le boucher de Plainfield, mais surtout de quelle manière il a du coup inspiré les films que je citerai dans la partie 2. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner, à liker, à partager et commenter s'il vous plaît, j'aimerais énormément avoir vos avis. Et je vous dis à bientôt dans la partie 2 et du coup là on attaquera tous les films et séries qu'il a pu inspirer. Enfin que les réalisateurs plutôt se sont inspirés de son histoire pour créer des caractères qu'on connaît tous et qui nous ont tous un peu traumas. Enfin bon, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout dépend de quand vous avez regardé la vidéo et à très bientôt. Bisous!